l'arrivée annoncée de l'épidémie de coronavirus fait de notre système de santé une matriochka. Nous faisons face à une crise dans la crise à l'hôpital. L'hôpital, c'est un peu comme votre gouvernement. Quand ceux qui sont en première ligne sont épuisés, il y a de moins en moins de monde en deuxième ligne pour prendre le relais, tant vous avez asséché les territoires. Entre la gestion des patients courants, l'intensification des urgences, le besoin d'espaces isolés d'accueil pour les patients touchés, les Français s'inquiètent de voir nos grands hôpitaux démunis face à la probable épidémie. Postes non pourvus, gardes à rallonge, personnel en souffrance, c'est toujours la réalité dans nos établissements de santé malgré vos mesures d'urgence. Cette crise ne va faire qu'aggraver la violence des déserts médicaux, là où les uns après les autres, les hôpitaux de proximité sont torpillés par le pouvoir central. Dans la ruralité, mais aussi en banlieue, et je le vois chaque jour dans ma ville de Juvisy. La souffrance des urgences de proximité ne permettra pas d'assurer le bon fonctionnement de la deuxième ligne, pourtant nécessaire pour éviter la psychose et traiter correctement l'arrivée d'une épidémie. Personne ne nous a dit que l'hôpital ne serait pas à la hauteur pour prendre en charge les malades. Il y a eu des gens, des médecins, des soignants pour nous dire que l'hôpital était sous tension, que l'hôpital avait besoin de tenir, que l'hôpital avait besoin d'être soutenu. Évidemment, et c'est ce que nous faisons. Mais personne, monsieur Robareda, vous êtes la première personne à me dire ça depuis 15 jours. Il n'y a pas un département de France, pas un seul département de France dans lequel il n'y ait pas un hôpital capable de prendre en charge l'ensemble des malades de A à Z. Nous devons travailler le lien préhospitalier avec le lien hospitalier, préparer dans l'hypothèse d'une épidémie le lien entre l'hôpital et la médecine de ville. Tout cela mobilise beaucoup d'énergie. Nos soignants sont parmi les meilleurs soignants du monde parce qu'ils sont parmi les mieux formés du monde et qu'ils ont une vocation extrêmement forte. Je crois qu'ici, la représentation nationale s'honorerait à le reconnaître et à les soutenir. Le 49-3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49-3. Ces mots, monsieur le Premier ministre, ne sont pas les miens. Ce sont les vôtres, datés de 2016. Puisque vous parlez d'une arme, aujourd'hui, ce LBD parlementaire d'une 5e République à bout de souffle, c'est vous qui le dégainez. Seul contre tous, contre la représentation nationale, contre la majorité des Français opposés à votre texte, contre les grévistes et les manifestants, contre les engagements pris devant les Français par le candidat devenu président. Et vous voudriez nous faire porter le chapeau. Nous aurions empêché le débat de fond. Vous pouvez prétendre, monsieur le député, et après tout, je ne peux pas vous en vouloir, vous pouvez prétendre que discuter de savoir si analogue doit être remplacé par rapport à similaire ou similaire remplacé par rapport à analogue. Vous pouvez discuter de savoir si chaque année est plus intelligent pour parler des retraites des Français qu'annuellement. Vous avez le droit, c'est vrai. Il me paraît à moi, monsieur le député, et il me semble que je peux aussi le considérer, que ce débat-là est un débat d'obstruction. Et puisque vous avez voulu commencer votre question en pointant d'éventuelles différences entre ce qui aurait été dit hier et ce qui serait assumé aujourd'hui, permettez-moi de vous renvoyer au président de votre propre président de groupe, qui, il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 2 ans, il y a 2 semaines, disait que l'objectif de votre groupe, c'était littéralement de procéder à de l'obstruction et qui aujourd'hui dit l'inverse.